Pour entreprendre correctement, il y a forcément un moment où tu as dû te poser les questions de qui sont mes potentiels clients, qu'est-ce qu'ils veulent et comment les identifier. C'est quelque chose qui est relativement complexe et sur lesquels beaucoup d'entrepreneurs qui débutent ont des difficultés. Et bien aujourd'hui, on va justement voir ensemble comment faire une bonne étude de marché rapidement et efficacement. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui fait partie des actions qui me plaisent le plus dans le marketing, à savoir analyser et comprendre un marché. Je ne saurais pas expliquer pourquoi j'aime autant ça, néanmoins j'ai toujours été curieux de la psychologie humaine, curieux de comprendre les ressorts, les tenants et les aboutissants de la psychologie de la vente. Et du coup, le fait d'être capable de cerner qui sont les potentiels clients face à une offre me passionne littéralement. Donc on va voir tout ça ensemble et ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de la formation continue qu'on fait sur le branding. Pour créer une marque forte, une marque impactante auprès de tes clients, il faut bien évidemment comprendre qui sont tes potentiels clients. Donc aujourd'hui, on va voir l'aspect clientèle dans l'analyse de marché et dans la prochaine vidéo, on verra l'aspect concurrence. Allez, c'est parti. Donc déjà, pourquoi analyser son marché? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va se prendre la tête à regarder qui sont les potentielles personnes qui vont acheter chez toi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tes clients potentiels ne sont pas du tout une masse homogène. C'est pas du tout un seul et unique individu répliqué plusieurs fois. Non, chacun d'entre eux a des aspirations, des envies, des personnalités, oui, des caractéristiques différentes. Et du coup, ton objectif à toi, c'est vraiment d'être en capacité de comprendre chacun de ces types de profils. Donc, on appelle ça les personas en général. Peu importe le jargon, on s'en fiche un petit peu. Mais comprends une chose, un marché n'est pas une masse unique, c'est vraiment différents segments, et on appelle ça du coup des segments de marché, d'individus qui ont des aspirations différentes et qui vont peut-être acheter quelque chose chez toi pour différentes raisons. Donc au mieux tu les comprends, au plus tu seras en capacité du coup de mieux leur vendre à chacun d'entre eux tes différents produits, tes différents services. Ok? Donc il y a une phrase très simple qui résume ça très bien, c'est à vouloir vendre à tout le monde, on ne vend à personne. Et c'est vraiment le cas en marketing, c'est donc pour ça qu'il est primordial d'analyser son marché pour savoir précisément à qui s'adresser par la suite. Donc vis-à-vis du branding, l'analyse de marché elle a un enjeu en termes de valeur. Donc je te l'ai dit, on va mettre en place différentes valeurs pour ta boîte et tous tes segments de marché potentiels, ils ne vont pas forcément être sensibles de la même manière à ton branding. Ça c'est le premier point. De plus, tes clients types n'ont pas forcément le même niveau de compétences et non plus n'ont pas forcément le même niveau d'attente par rapport à ce que tu proposes sur ton marché. Tu vas avoir des clients beaucoup plus stricts, tu vas avoir à l'inverse des clients beaucoup plus laxistes qui vont apprécier et accepter tout ce que tu vas proposer. C'est super important pour toi d'être capable du coup de les discerner pour adapter ton message à chacun d'entre eux. Et pour finir, on n'y pense pas assez, mais ça aussi un enjeu économique de faire une bonne analyse de marché puisque le portefeuille de tes clients n'est pas toujours le même non plus. Tu vas avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui vont être capables de payer beaucoup plus cher ce que tu peux leur proposer si tu apportes de la valeur en conséquence, là où à l'inverse, certains segments de ton marché auront un pouvoir d'achat beaucoup plus bas et du coup ne pourront pas forcément se permettre de souscrire à toutes les offres que tu leur proposeras. Donc ok, très bien, une analyse de marché, on a compris à quoi ça sert, on a compris pourquoi c'est utile. Maintenant, comment on fait de façon concrète? Et la méthode que j'emploie et qui fait toujours ses preuves, c'est de faire une analyse sur 3 volets différents. Le premier de ces 3 volets, c'est ce qu'on pourrait appeler l'analyse sociologique. C'est partir des traits et des caractéristiques visibles des individus et les classer dans des cases différentes pour les séparer les uns des autres. Typiquement, ça va toucher tout ce qui concerne le sexe, l'âge, l'origine, la catégorie sociale, donc les revenus, les types de métiers, les aspirations, disons les hobbies, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ça pourrait aussi toucher les appartenances religieuses, ça pourrait toucher aussi les pays d'origine. Et en fait, tu te rends compte qu'en fonction de toutes ces caractéristiques, tu vas pouvoir mettre les gens dans des cases et tu vas pouvoir les séparer les uns des autres puisque peut-être ces séparations-là seront pertinentes pour analyser en profondeur ton marché. Peut-être pas en revanche, je tiens vraiment à être précis là-dessus. Tu vas essayer de faire le plus de séparation possible au sein de ton marché. Néanmoins, tu verras qu'il est possible que certaines ne soient pas du tout pertinentes. On va faire une analyse concrète à la fin de cette vidéo. Ça te permettra vraiment, avec un exemple précis, de cadrer un petit peu tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Donc le premier niveau d'analyse, rappelle-toi, c'est tout ce qui touche aux caractéristiques sociologiques. Okay? Le deuxième niveau d'analyse, quant à lui, c'est tout ce qui touche aux problèmes rencontrés par tes potentiels clients. Quels sont les problèmes qu'ils souhaitent résoudre et auxquels tu peux répondre toi-même? Et là, tu te rends compte qu'un même produit peut répondre à plusieurs problèmes différents. Je vais donner un exemple très concret. Imagine que tu veuilles créer un dentifrice, que tu vas vendre un dentifrice. Certaines personnes vont acheter un dentifrice parce qu'ils ont mal aux gencives. Donc ils cherchent quelque chose qui va apaiser la douleur quand ils se brossent les dents. D'autres personnes veulent simplement avoir les dents plus blanches. D'autres personnes encore veulent éviter d'avoir des caries. Donc c'est pas la même chose.
D'autres personnes encore veulent avoir une haleine plus fraîche. Ce sera encore un autre type de dentifrice. Enfin, un dernier exemple comme ça qui me vient à l'esprit, il est possible que des mamans veuillent avoir un dentifrice ludique, donc coloré et avec un goût agréable, pour donner envie aux tout petits enfants de commencer à prendre l'habitude de se brosser les dents par eux-mêmes. Ça deviendra quelque chose qui leur plaira, ce sera un automatisme, et c'est la meilleure façon pour les mamans de garantir le fait que les dents de leurs enfants sont mieux lavées. Donc tu te rends compte qu'en fait, pour le produit dentifrice général, on a énormément de problèmes auxquels on peut répondre. Là, je t'en ai cité, je sais pas, un 4-5 comme ça au hasard. Néanmoins, si on creuse la question, peut-être qu'on peut en trouver beaucoup plus. Eh bien, il est fort probable que toi-même, en vendant tes offres, tes produits, tes services, tu puisses t'adresser à différentes problématiques et donc toucher tes clients avec différents angles d'approche. C'est super important pour toi d'être capable de déterminer ça. Enfin, la troisième catégorie, c'est de savoir quel est le niveau d'avancement de ton potentiel client vers l'acte d'achat de ton offre. Ça, c'est quelque chose que très peu d'entrepreneurs font. Chaque fois que j'ai des discussions avec eux, je me rends compte que ils passent un petit peu ce côté-là, alors qu'en vérité, c'est vraiment l'élément le plus important pour toi. Le but ici, c'est de savoir est-ce que la personne est un prospect plutôt chaud, donc qui est vraiment sur le point d'acheter et qui se renseigne sur les différentes offres sur le marché, un prospect plutôt tiède, donc qui a conscience qu'il y a un problème et qui recherche encore comment résoudre ce problème, ou alors un prospect totalement froid qui n'a pas ce problème en tête, donc elle a véritablement le problème, mais elle ne l'a pas encore en tête, et ce sera ton travail à toi de lui faire prendre conscience qu'il existe. Donc dans ton analyse de marché, tu dois faire en sorte aussi de séparer les potentielles catégories de personnes en fonction de ces trois niveaux d'engagement par rapport à l'acte d'achat de ton offre. Ok, du coup on sait faire une étude de marché. On sait qu'il faut analyser les critères sociologiques, on sait qu'il faut aussi analyser les besoins de tes clients, les différents problèmes qu'ils rencontrent, et on sait aussi qu'il faut analyser le degré d'engagement par rapport à l'acte d'achat. Très bien. Ton objectif à toi, c'est de prendre chacun de ces facteurs et de les recroiser avec tous les autres. Le but, c'est vraiment que tu fasses le plus de catégories possible, donc tu recoupes tous les éléments les uns avec les autres, et tu vas voir lesquels sont pertinents, lesquels sont au contraire complètement stupides. Donc pour déterminer tous ces éléments, comment tu fais? Donc premièrement, tu peux faire des recherches sur internet, analyse de marché et tu tapes ton marché en question. Ça va t'apporter énormément d'informations. En général, on trouve plein de choses gratuites facilement. Tu peux aussi toi-même, si tu es passionné par la thématique dans laquelle tu te trouves, écoute, partir de ce que tu ressens toi-même, partir de tes connaissances de ton marché. Mais méfie-toi de ce que tu maîtrises et de ce que tu connais. C'est toujours bien de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs et de ne pas rester sur tes biais personnels. Donc vois aussi, par exemple, je dis n'importe quoi. Imagine tu t'intéresses au marché du fitness. On prendra cet exemple, tiens. Donc tu fais toi-même de la musculation en salle. Eh bien, c'est une bonne chose du coup de partir de ton ressenti, de tes connaissances, de ce que tu fais comme activité. Mais n'hésite pas à observer les autres pratiquants en salle de sport. N'hésite pas aussi à les questionner directement. Enfin, le troisième élément de l'analyse de ton marché, c'est simplement d'aller voir que proposent tes concurrents face à toi. Le but ici, c'est vraiment pas de faire une analyse de la concurrence. J'insiste là-dessus, c'est ce qu'on verra ensemble dans la prochaine vidéo. Le but au contraire, c'est de voir pour chacun des concurrents qui sont positionnés face à toi, de quelle manière est-ce qu'ils s'adressent à tes clients, de quelle manière est-ce qu'ils vendent leurs produits, leurs services, pour essayer de déterminer s'il n'y a pas un segment de marché que tu n'aurais peut-être pas analysé toi-même et qu'il serait du coup intéressant de prendre en compte dans ton étude de marché. Donc fais ce travail-là aussi. Rappelle-toi, on n'est pas là pour analyser quels sont les points forts, les points faibles de tes concurrents. On analyse seulement leur message à eux par rapport à ton audience. Et du coup, en faisant ce travail-là, tu vas avoir énormément de données. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de catégories socio-professionnelles ou même sociologiques sur ton marché. Tu vas te rendre compte aussi qu'il y a peut-être potentiellement beaucoup de problèmes différents qui peuvent être résolus par ta marque. Et tu vas aussi potentiellement analyser quelles sont les grandes tendances de ta clientèle par rapport à l'acte d'achat. Donc maintenant, analysons ça de façon pratique avec un cas concret. Donc comme je te l'ai dit, on va partir sur le cas des pratiquants de musculation en salle de sport. C'est un marché que je connais extrêmement bien pour avoir été moi-même pratiquant, même si ça se voit plus du tout à l'heure actuelle, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et le but ici, c'est d'analyser quelles sont les différentes catégories que l'on pourrait du coup segmenter sur le marché en question. Donc prenons le côté sociologique. Les hommes, les femmes, c'est pertinent de faire des catégories en musculation. L'âge aussi est ultra pertinente, c'est très intéressant. Le revenu, le niveau de revenu est quelque chose qui est intéressant. Tu vas voir que tu ne proposes pas forcément les mêmes types d'activités à des salariés en grande entreprise qui viennent faire du sport entre midi et 2 que tu vas proposer à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes revenus qu'eux. A l'inverse, l'origine ethnique ou encore la couleur de peau sont d'après moi des critères qui n'ont aucun intérêt dans l'analyse de ce marché-là. Évidemment qu'en salle de sport, les gens ont tendance à s'entraîner avec des pairs, donc avec des personnes qui leur ressemblent et donc naturellement il y aura peut-être des communautés de personnes qui vont s'entraîner les unes avec les autres. Néanmoins, le fait que la personne soit américaine, chinoise ou encore algérienne, on s'en fiche totalement dans l'étude de marché. Ici, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent et ça ne te ferait pas progresser dans le bon sens. Donc retiens que le sexe est intéressant, la catégorie d'âge aussi est intéressante, le niveau de revenu est lui aussi intéressant et en général, ces critères-là peuvent déjà être suffisants pour les salles de sport.
Pour t'illustrer ça, si on prend la salle de sport Fitness Park, donc la marque Fitness Park, elle a un branding très orienté Urban Street. Donc elle va beaucoup plus facilement toucher ces jeunes qui ont ce style un peu Urban Street, qui écoutent plus facilement du hip-hop, du rap, et qui vont du coup se reconnaître dans ce branding-là. Et ce, quelles que soient les origines à la base et la couleur de peau. A l'inverse, si je prends une salle de sport comme Keep Cool, qui porte dans son nom vraiment l'ADN de son branding, donc rester cool, elle va toucher beaucoup plus facilement des femmes qui ne sont pas là pour faire à tout prix de la musculation et prendre de la masse, et toucher des personnes âgées qui sont là pour se remettre en forme et préserver une certaine autonomie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si l'enseigne Keep Cool ne propose pas des poids libres dans sa salle. Il n'y a que des machines guidées. Donc ça, c'est vraiment l'analyse socio de ce marché-là. Maintenant, rentrons plus en détail dans l'analyse des besoins. Je les ai déjà listés, je les connais par cœur, du coup, je vais te les donner directement. On a tout d'abord ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, vraiment qui veulent gagner en volume, qu'on appellera pourquoi pas les go muscu. Ceux-là, ils ont un objectif précis et c'est celui-ci. Face à eux, on a tous ceux qui veulent gagner de la force. Leur objectif, c'est vraiment de soulever lourd. Souvent, les deux sont associés, mais en vérité, ce sont deux catégories différentes. Troisième point, on a ceux qui veulent être complets, ceux qui vont plus facilement se tourner vers le crossfit ou alors vers le cross-training et qui vont vraiment être agiles, forts, endurants. Donc ceux-là sont encore une troisième catégorie de personnes. On a une autre catégorie qui est un peu plus drôle, qu'on appellera pourquoi pas les kékés des salles. Donc ce sont ceux qui sont là uniquement pour se prendre en photo sur Instagram, être reconnus par les autres à l'extérieur, mais qui ne seront jamais aussi musclés que les premiers, jamais aussi forts que les deuxièmes, jamais aussi puissants que les troisièmes en termes d'agilité. Leur seul but, c'est simplement d'avoir les abdos tracés, et d'ailleurs, pourquoi pas. L'objectif de l'analyse de marché, c'est d'être totalement neutre par rapport à tes potentiels clients, de ne surtout pas les juger. Donc en fait, on a cette catégorie qui existe, il faut la prendre en compte. Une autre catégorie qui existe sera ce qu'on appelle les formes bien-être. Ceux qui ont pour objectif véritablement de se maintenir en forme, d'être en bonne santé et qui ne veulent pas forcément avoir une trop grosse musculature, qui ne veulent pas forcément non plus se détendre, qui ne sont pas là pour se prendre en photo et se plaire plus que ça, mais ont quelques kilos à perdre, un petit peu de muscle à gagner, très peu, mais en tout cas leur motivation première c'est de se maintenir en bonne santé. Alors pour tous ceux qui vont déjà en salle et qui regarderaient cette vidéo, on aura aussi la catégorie des tchatcheurs. Donc ça c'est ceux qui viennent à la salle pour le côté social. Cette catégorie existe, il y en a très peu par rapport aux autres, elle est moins représentée, mais il y a des individus qui ne viennent que pour parler et qui viennent vraiment parce que ça leur fait du bien de rencontrer des gens et qui ont leurs amis qui viennent s'entraîner eux aussi. Donc, autre catégorie à connaître. Bien évidemment, en salle de sport, on a des sportifs qui viennent d'autres milieux. Donc par exemple, un athlète de haut niveau qui va venir s'entraîner en muscu pour prendre un peu plus de masse, pour améliorer ses compétences en athlétisme. Et tous ces potentiels sportifs ont vraiment pour objectif de renforcer et de complémenter leur activité principale. Donc c'est un autre besoin à connaître. Ces sportifs-là me font penser à la catégorie suivante qui est la catégorie de la rééducation. Une personne qui se sera blessée, qu'elle fasse du sport ou pas d'ailleurs, peu importe, va peut-être venir s'inscrire en salle de sport pour gagner en autonomie, pour essayer de se rétablir de sa blessure et du coup en complément de son kiné par exemple, va faire une rééducation en douceur en salle de sport avec pourquoi pas un programme adapté fait par un professionnel en APA. Donc ça va être typiquement une blessure, ça peut aussi être une correction d'une posture, s'il y a une scoliose un peu plus marquée. Bref, il y a plein de raisons qui pousseraient cette catégorie d'individus à aller s'entraîner en salle de sport. J'en ai pas parlé, mais bien évidemment, il y a aussi les personnes qui veulent perdre du poids, quel que soit leur niveau de perte de poids, donc que ce soit une perte de poids légère ou alors qu'elle soit en niveau de surpoids, voire obésité, obésité morbide. Donc à très grand niveau d'obésité, les personnes sont en général suivies. Néanmoins, les personnes qui veulent perdre du poids sont une catégorie de l'analyse de marché de la salle de sport. On va retrouver aussi les salariés qui viennent s'entraîner entre midi et 2 ou pourquoi pas en fin de journée. Eux, leur objectif, c'est vraiment de canaliser ou d'évacuer le stress du travail et de se sentir mieux au boulot par la suite. Donc c'est vraiment différent de tous les précédents qu'on a pu analyser. Et enfin, une dernière catégorie qui est très peu connue, néanmoins qui peut être vraiment très intéressante si tu la cibles en tant que professionnel, c'est ce que j'ai tendance à appeler les VIP en salle de sport. Ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'argent de base et qui viennent s'entraîner à la salle, non pas pour progresser sur l'un des pans qu'on a vu précédemment, mais vraiment pour avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc ce sont des personnes qui vont souvent payer un coach sportif, payer quelqu'un, qui ne vont pas hésiter à le payer cher et qui vont vraiment mettre en avant leur statut de personne privilégiée, non pas seulement sur leurs revenus, mais vraiment sur le fait que quelqu'un est là pour eux, quelqu'un s'occupe d'eux et c'est ce qu'elles recherchent en salle de sport. C'est légèrement différent des personnes qui sont là pour tchatcher et créer un lien social avec d'autres individus. Là, le but, c'est peut-être de rester qu'avec le coach. Elles s'en fichent complètement des autres personnes en salle. Néanmoins, la reconnaissance qu'elles vont tirer, en tout cas l'image personnelle qu'elles vont tirer du fait d'avoir un coach sportif qui prend soin d'elles, est quelque chose qu'elles cherchent à obtenir. Donc là, on a vraiment analysé tous les potentiels besoins qui peuvent exister en salle de sport. Ces besoins, une fois encore, tu les analyseras en allant toi-même rencontrer ton marché, en allant sur Internet ou alors en analysant
comment est-ce que ta concurrence s'adresse à ton marché cible. Enfin, le dernier point d'une bonne analyse de marché, je t'en ai parlé tout à l'heure, serait de voir quel est le niveau d'avancement des potentiels clients par rapport à l'acte d'achat. Ici, toutes les personnes sont déjà en salle de sport, donc elles ont déjà été clientes, ce n'est pas forcément intéressant pour toi. Néanmoins, si tu as une salle de sport Fitness Park, Basic Fit, l'Orange Bleu, peu importe, tu vas aussi t'intéresser à ceux qui n'ont pas encore acheté. Tu vas t'intéresser à ceux qui sont potentiellement futurs clients et donc dans ton étude de marché, tu vas élargir ton analyse au-delà des clients existants. Donc les débutants vont être pris en compte, les personnes qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais fait de sport aussi, ceux qui par exemple se renseigneraient sur internet sur le fait de réduire des douleurs de dos seraient potentiellement aussi des clients à viser sur le net. Bref, tu vas faire ce travail de creuser un peu plus loin, de chercher pour aller toucher non pas seulement ceux qui achètent déjà, mais aussi ceux qui envisagent d'acheter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo complète te permet de mieux cerner le fait de faire une bonne analyse de marché, faire une bonne étude de marché, avec une visée branding par la suite, puisque le but sera vraiment de cibler chacun de ces segments avec notre marque de façon différente. Et du coup, je t'invite vraiment à ton tour à faire ce travail sur ton marché. Pose-toi tranquillement, prends-toi 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée, peu importe, on s'en fiche, mais analyse ton marché en profondeur. Réfléchis véritablement à tous les critères sociologiques, réfléchis à tous les potentiels besoins de ton audience cible et réfléchis aussi à tous les états d'avancement dans l'acte d'achat de ta cible. Une fois ce travail fait, tu verras que tu y verras beaucoup plus clair sur ton marché. Tu verras que ta compréhension de ton marché sera bien plus grande, ta capacité d'action sera aussi beaucoup plus élevée et en tant que marketeur, tu seras donc beaucoup plus redoutable toi-même pour lancer ton offre sur ton marché par la suite. Si tu connais d'autres entrepreneurs comme toi qui pourraient être intéressés par cette vidéo, qui ne sauraient pas forcément faire une bonne analyse de marché et qui du coup bénéficieraient d'apprendre comment faire à leur tour, n'hésite surtout pas à leur partager, ça pourra leur servir à eux aussi. Nous deux, dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment faire une bonne analyse de la concurrence et surtout comment se positionner face à ta concurrence. Tu verras que ça s'inscrit directement dans la continuité de ce qu'on a vu aujourd'hui et donc il est très important pour toi que tu mettes à plat ton analyse de marché dès maintenant. Du coup, je te dis bon courage, j'espère vraiment que ça t'a aidé et quant à nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.